You're nothing, Chancellor. Got a theory, could be bunnies. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve une personne dont la disparition m'anéantirait, Marie Telling. Salut Anaïs. Cette semaine, on vous parle enfin d'une de nos séries préférées, The Leftovers, diffusée entre 2014 et 2017 sur HBO. Une histoire unique d'amour et de perte, une œuvre existentielle et bouleversante dont le mystère reste entier jusqu'au bout, et une série grâce à laquelle vous ne verrez plus jamais les chambres d'hôtel ou les karaokés de la même manière. Alors pourquoi The Leftovers reste une des meilleures séries de tous les temps et Nora a-t-elle dit la vérité? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic? Mon pic, c'est toi qui regarde Seinfeld en ce moment Ah oui, c'est vrai. et qui m'envoie des textos à chaque fois que tu regardes des épisodes pour me dire que tu trouves Kramer sexy. J'assume. Tu as complété ce propos par « Ils sont tous sexy, même George, je le trouve sexy ». Et alors là, trouver George Costanza sexy, on me l'avait jamais faite. Bah, je trouve ça assez génial. Et c'est très divertissant de voir tes réactions. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic? Mon pic, c'est Pedro Pascal, qui est de retour sur nos écrans grâce à The Last of Us. Et bon, déjà, c'est un excellent acteur et je suis très contente de le revoir. Après Game of Thrones, où il jouait Oberyn, et The Mandalorian, où on ne sait pas vraiment si c'est lui, parce qu'il a un casque. C'est le Daft Punk du Star Wars universe, quoi. Mais dans The Last of Us, il est très charmant. Et il était déjà charmant au début du premier épisode, et puis après, il faut un bond dans le temps de 20 ans, et vieux, il est encore plus charmant. Il a les cheveux poivre et sel, quoi. Voilà, donc je suis juste très heureuse de pouvoir retrouver Pedro Pascal et son talent. Bon, cette semaine, on ne parle pas de cheveux blancs, mais on pourrait, parce qu'il y a aussi des vieillissements dans cette série. C'est The Leftovers. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que The Leftovers ? The Leftovers, c'est une série sur le deuil. C'est marrant parce que j'ai écouté une interview de Damon Lindelof, qui est le co-créateur de la série, pour préparer cet épisode. Et dedans, il dit qu'une bonne série, il ne faut pas la décrire par son intrigue, il faut la décrire parce qu'elle nous fait ressentir. Donc, c'est une série sur le deuil, sur la perte, sur la façon dont on gère le deuil, la perte et aussi le doute. Et pour définir un tout petit peu l'intrigue quand même, c'est une série qui démarre avec la disparition de 2% de la population qui s'évapore littéralement tout autour du monde et il n'y a pas d'explication. On ne sait pas où ils sont allés, on ne sait pas pourquoi ils sont partis et ceux qui restent derrière, les leftovers, donc les restants, eux doivent gérer l'après, c'est-à-dire le deuil et toutes les questions qui vont avec. Il faut aussi dire que c'est, pour moi, la meilleure musique de série, ou en tout cas la musique de série la plus marquante. Je suis incapable d'écouter cette musique composée par Max Richter sans retenir des larmes. C'est surtout la manière dont elle est utilisée dans la série. En fait, c'est vraiment un leitmotiv qui revient en permanence à chaque épisode, à des moments très précis. Et donc, maintenant, j'ai l'impression que ça fait partie de mon ADN, en fait, cette musique. Et quand elle s'est retrouvée dans une pub pour une marque de polo avec un crocodile, je peux vous dire que je l'ai très mal vécu. Parce que j'étais là, cette musique n'a rien à faire là. Cette musique est là pour me faire souffrir et me faire pleurer et pas me vendre des pulls. Max Richter qui a composé le thème aussi de Arrival, Premier Contact en français, le film de Denis Villeneuve qui est magnifique. C'est une musique qu'il avait composée pour un album à lui et cette musique aussi est bouleversante. Et moi, un de mes albums préférés de tous les temps, c'est la recomposition des 4 saisons de Vivaldi par Max Richter et c'est une beauté parfaite. Ce qui est marrant, c'est que Christophe Caron, le big boss de Slate, nous a dit que c'était la musique qui faisait tout dans The Leftovers. Et je pense que effectivement, ça joue beaucoup dans la création de certains moments qui sont vraiment bouleversants. Mais on va pouvoir en reparler. Pour moi, certaines des plus belles scènes et des scènes les plus émouvantes de The Leftovers, il n'y a pas de musique en fait. Oui, je pense que la musique ne fait pas tout. C'est un élément qui apporte énormément et qui est magnifique dans la série et qui est à la hauteur de la beauté de la série. Mais c'est pas tout le propos de la série, heureusement. Sinon, il y aurait qu'à écouter l'album. Comment t'as découvert cette série ?
J'ai commencé à la regarder quand elle est sortie à la télé. J'ai commencé à regarder la première saison et comme beaucoup de gens, j'ai été un peu rebutée par le côté très sombre et déprimant de la première saison. Alors que moi, j'étais là, yes. Et je l'ai un peu lâché. Et même Damon Lindelof, quand il en parle, il dit par exemple que l'épisode 2 est irregardable. Enfin, il y va un peu fort. Parce que maintenant, quand j'ai vu toute la série, j'aime beaucoup me replonger dans la première saison. Mais c'est vrai qu'après, j'ai vu la deuxième saison plus tard. Et ensuite, la troisième, en fait, j'ai fini de la découvrir pour cet épisode. Parce que c'est une série qui est tellement sombre parfois, mais en même temps très lumineuse aussi, mais qui a des thèmes tellement puissants et aussi un peu déprimants parfois, que ça se binge pas, selon moi. Et il y a des moments où j'ai pu justement binger plusieurs épisodes à la suite, et après j'avais besoin d'une grosse respiration, et j'avais du mal à me remettre dedans, malgré tout l'amour que j'ai pour cette série. Je trouve que c'est une œuvre sublime. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour la finir. Toi, je crois que tu as un rapport un peu différent. Oui, moi, c'est vraiment une de mes séries préférées. J'avais déjà beaucoup d'affection et d'admiration pour Damon Lindelof parce que Lost, ça a été vraiment... Oui, il faut le dire, c'est un des créateurs de Lost. Voilà, et ça a été une série immense pour moi pendant que je construisais encore un peu ma sériphilie. Mais pour moi, The Leftovers, c'est plus qu'une série, c'est une sensation. Non, mais c'est vraiment à chaque fois, je l'ai revu plein de fois, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est vrai que c'est pas une série toujours facile à regarder, mais à chaque fois que je revois un épisode ou une scène, j'ai l'impression de me replonger en 2016 ou en 2017, à l'époque où j'ai découvert ces épisodes pour la première fois. C'est tellement puissant, et comme on le disait tout à l'heure avec la musique, c'est une série qui me fait verser des torrents de larmes. Je regarde un épisode de The Leftovers et ça marche à tous les coups. Et j'aimerais que tu imagines un petit peu ce que ça a été pour moi en 2017, pendant l'été 2017. C'était la saison 3 de The Leftovers et exactement au même moment était diffusée la saison 3 de Twin Peaks. J'écoutais toujours Damon Lindelof après la saison 3 et il parlait de Twin Peaks The Return parce que Twin Peaks a été une grosse influence pour lui et l'œuvre de David Lynch en général. Et d'ailleurs, c'est la même ADN en fait dans les deux séries, donc ça m'étonne pas que les deux te plaisent autant, quoi. C'est deux des œuvres les plus importantes, je pense, pour moi, et de découvrir les deux en même temps, à la même époque, à peine quelques mois après la fin de ces deux séries, il y a eu la fin de Halt and Catch Fire. Vraiment, what a time to be alive. 2017, c'était une année incroyable pour les séries. Et il faut préciser aussi que la série a été co-créée par Damon Lindelof et Tom Perrotta, qui en fait est l'auteur du roman dont The Leftovers est adapté. C'est un romancier dont les œuvres ont régulièrement été adaptées, parfois par lui-même. C'est lui qui avait écrit Mrs. Fletcher aussi, qui a été adapté avec Catherine Hahn récemment en série. Il avait aussi écrit Little Children, qui est un film de Todd Field. Avec Kate Winslet et Patrick Watson. Et il avait écrit aussi Election, qui est un film culte des années 90. Enfin, il a écrit le livre sur lequel c'est basé, qui est un des tout premiers rôles de Reese Witherspoon et qui est vraiment génial. Donc, dans l'ADN de The Leftovers, il y a pas mal de Twin Peaks, il y a du Damon Lindelof, et je sais que tu étais fan de Lost et tout. Et il y a aussi un peu de Stephen King, donc ça avait tout pour te plaire, parce que c'est en lisant la critique écrite par Stephen King sur le livre The Leftovers que Damon Lindelof a décidé de le lire, et s'est dit qu'il fallait absolument qu'il l'adapte après, quoi. Puis c'est vrai que surtout dans la première saison à Mapleton, cette petite ville américaine de l'État de New York rappelle un petit peu l'univers de certains des romans de Stephen King. Donc ouais, clairement, c'est tout ce qu'il fallait pour me convaincre. Et en plus, Justin Theroux, qui a une place très importante dans la filmographie de David Lynch. Et donc, je suis amoureuse de lui depuis l'adolescence. Quand j'ai vu que c'était le personnage principal de The Leftovers, enfin vraiment, j'étais là, c'est quoi cette série en fait? C'est un truc de fou. Et il faut dire qu'ils sont pas tout seuls. À la réalisation, ils ont des très gros noms. Ils ont Mimi Leder, qui est aussi une réalisatrice que j'adore, qui a fait Deep Impact et qui surtout a fait Pay It Forward, donc Un monde meilleur, que j'adore. Qui m'a bercée pendant toute mon enfance. Craig Zobel, qui a aussi fait Mare of Easttown et qui est donc connu pour un univers assez sombre, généralement. Et Daniel Sackheim, qui est un réalisateur de séries hyper chevronné, qui a fait Urgence, X-Files, Better Call Saul, Game of Thrones. Je crois qu'il a fait des The Americans aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une équipe de réalisateurs très impressionnante. Et pareil du côté des scénaristes. Il y a Nick Hughes qui a travaillé ensuite sur Watchmen, qui a une autre série donc de Damon Lindelof et qui a travaillé depuis sur Station 11, qui aussi est dans le même ADN que The Leftovers. Et il y a Patrick Somerville qui après a créé la série Maniac et qui a aussi travaillé sur Station 11. Donc ouais, et Nick Hughes qui est le fils de Carlton Hughes, qui était le partenaire sur Lost de Damon Lindelof. Nepo Baby. Exactement.
Il y a pas mal de personnages dans The Leftovers, et d'ailleurs, il y en a des nouveaux dans la saison 2, tout ça. Le héros, c'est Kevin. Kevin Garvey. Kevin Garvey, qui est joué par Justin Theroux, qui est flic dans une petite ville américaine de Mapleton. Donc Kevin, qui était marié à Laurie, qui est psy, ouais. Et ils ont tous les deux une fille, Jill, jouée par Margaret Qualley, la fille de Andy McDowell. Et Not Nepo Baby. Not Nepo Baby. Et ils ont aussi un fils, le fils de Laurie que Kevin a adopté. Et donc voilà, c'est une famille qui a été un petit peu bouleversée par le grand départ, comme on l'appelle, la disparition de 2% de la population. Eux n'ont pas perdu de membres de leur famille, contrairement à plein d'autres personnages de la série, mais ils ont perdu un sens, en fait, à leur existence depuis que cet événement s'est produit. Et donc, quand la série démarre, ils ont une famille qui est totalement éclatée, et Laurie a même rejoint une secte locale qui s'appelle les Guilty Remnant, et en fait, c'est des gens qui ne parlent plus, qui s'habillent tout en blanc et qui fument clope sur clope, et qui veulent rappeler au reste du monde que le monde a été bouleversé et qu'ils ne veulent pas passer à autre chose, en fait. Et donc, Laurie, qui a été traumatisée par cet événement, on comprendra plus tard pourquoi, a décidé de rejoindre cette secte, et Kevin n'est pas très content. Non, on peut le comprendre. Et surtout, les Guilty Remnant, ils sont pas très sympathiques parce qu'ils organisent des happenings hyper fun, comme reproduire des mannequins grandeur nature à l'image des gens qui ont disparu, les habiller avec les vêtements des gens qui ont disparu et les placer dans les maisons où ils ont disparu pour que les gens qui sont restés derrière entrent chez eux et retrouvent des mannequins à l'effigie des personnes qu'ils ont perdues, donc. Ils empêchent les gens de faire leur deuil. Ils veulent vraiment pas que les habitants de la ville passent à autre chose, et ça crée des affrontements parfois violents. Eux-mêmes ont des actions qui peuvent parfois se montrer extrêmement violentes. Et en fait, c'est des trolls. Ils se mettent devant la maison des gens et ils les fixent comme ça. Ils sont juste hyper relous. Et Kevin, c'est quelqu'un qui est hyper pragmatique et qui illustre très bien un des plus gros thèmes de la série. T'en parlais au début, c'est le doute. Et le doute versus la foi, la croyance, dans toutes ses définitions possibles et imaginables. Et Kevin, c'est vraiment un cynique. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout la foi, en fait. Et qui va progresser au fil de la série pour atteindre un état d'apaisement beaucoup plus profond. Mais quand on commence, il déteste les Guilty Remnants, et surtout, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on l'emmerde avec ses conneries, en fait. Oui, il a un peu la haine, quand même. Il a beaucoup de violence en lui, et c'est un truc qui est exploré aussi parce qu'il se l'admet pas nécessairement lui-même, et du coup, il a des moments de somnambulisme un peu, où pendant son sommeil, il va faire des trucs genre tirer sur des chiens. Sous la surface, justement, du mec qui est très pragmatique et a le contrôle sur tout, il perd un peu les pédales quand même. Ouais, complètement. Il y a toute une partie de lui-même qui contrôle pas. Et d'ailleurs, il a un rapport très conflictuel avec son père, Kevin Senior, qui est ancien flic. Et donc, on sent que Kevin a totalement suivi un petit peu dans ses traces, sauf que son père, depuis, est interné en clinique psychiatrique. Et il entend des voix. Voilà, et Kevin, qui commence, donc quand la série démarre, à aussi, comme tu le dis, avoir ses épisodes de somnambulisme, commence à paniquer parce qu'il pense qu'il va finir comme son père. Ouais. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui va être étudié pendant toute la série, et un peu comme Twin Peaks, en fait, beaucoup d'événements de la série peuvent être expliqués soit par un événement surnaturel, soit par quelque chose qui relèverait plus de la santé mentale. Et donc, il y a toujours cette opposition entre science et croyance, qui était aussi une grosse thématique de Lost, qui est hyper présente dans The Leftovers. Ouais, mais ce qui est intéressant avec The Leftovers, c'est qu'il y a un truc où même si t'as pas la foi, il y a un élément qui est quand même indubitable, c'est qu'il y a 2% de la population qui a disparu du jour au lendemain, donc même les gens qui sont pragmatiques ne peuvent pas expliquer ça, et il y a un élément de surnaturel quand même qui s'impose à eux, quoi. Et enfin, il y a le meilleur personnage, Nora Durst, qui, elle, pour le coup, c'est l'inverse de Kevin. Elle a perdu tout le monde lors du grand départ. Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Et donc, depuis, en fait, elle vit un petit peu enveloppée dans une espèce de rage que rien ne peut arrêter. Et elle est un peu perçue par tout le monde autour d'elle comme une martyre, puisqu'elle a perdu tout le monde. Et comme maudite aussi, c'est les deux trucs qui la définissent, quoi. Ce qui est tout de suite assez marrant, c'est qu'elle s'en sert beaucoup pour provoquer la pitié des autres. Et elle, pareil, elle n'arrive pas du tout à gérer son deuil. Elle embauche des prostituées pour lui tirer dans le ventre alors qu'elle porte un gilet pare-balles, parce que, je sais pas, ça lui permet de se sentir un peu plus vivante. Oui, et puis elle veut ressentir de la douleur, je pense. Excuse me, miss. I'm sorry to bother you. I saw you back in the bar and I heard what you said, and I just wanted to ask you, do you want to feel this way? Yeah, I want to feel this way.
Dans le livre qu'on a écrit sur les anti-héroïnes de série, j'avais écrit sur elle et j'avais mis que son deuil, c'était un peu une plaie ouverte dans laquelle elle n'arrête pas de mettre son doigt. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça pendant toute la série. Elle cherche des manières de se rappeler à quel point elle a souffert à ce moment-là pour ne surtout pas oublier. You sit there and tell me a story about your daughter. I lost everyone. I lost everything, you fucking fraud. You fucking liar. You're not in pain? Because if you were in pain, you would know there is no moving on. There is no happiness. What's next? What's fucking next? Nothing is next. Nothing. Tout ce qu'on va voir dans la série, c'est un petit peu sa trajectoire pour voir si, justement, elle peut ou pas passer à autre chose. Puisque ce qui est exceptionnel avec cette perte, c'est que c'est pas un deuil normal, puisque ces personnes-là ont disparu. Donc, tous les gens qui ont perdu quelqu'un ne peuvent pas les enterrer, ne savent pas où ils sont. Ça suscite tous ces questionnements de croyance ou pas. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le rapture, donc cet événement qui ferait que tous les bons chrétiens auraient été rappelés au paradis? Si c'est le cas, comment ça se fait que Matt, le frère de Nora, qui est prêtre, lui-même n'a pas disparu. Donc lui aussi, il est très énervé parce qu'il se dit moi, je pensais que j'étais une bonne personne et en fait, je suis toujours là, donc c'est pas normal. Donc il y a plein de questionnements comme ça sur la foi. Justement, Matt, en fait, donc c'est le dernier personnage vraiment principal. Il y a Patty aussi dont on va parler, mais le dernier personnage principal qui est sur les 3 saisons. Matt, c'est le frère de Nora, qui est un prêtre. Et Nora, comme Kevin, est extrêmement pragmatique. Et Nora, à la différence de Kevin, va le rester jusqu'à la toute fin. Sauf dans le dernier épisode. Mais elle a un côté extrêmement terre-à-terre et très no bullshit, quoi. Alors que son frère, lui, est un pasteur chrétien évangélique qui donc a une petite tendance quand même à être facilement illuminé, disons. Illuminé par la foi, hein. Et du coup, il y a cette tension entre les deux, même s'il y a énormément d'amour aussi, mais il y a toujours, de toute façon, il y a énormément de questionnements sur, la foi et le doute. Et les différentes réponses qu'on peut avoir à un tel événement et à un tel questionnement, quoi. Moi, Matt, c'est un des personnages avec lequel j'ai eu le plus de mal parce que on va dire que sur l'échelle du doute, lui, c'est celui qui prétend ne jamais douter de rien. Il est tellement ancré dans sa croyance que déjà, il est assez donneur de leçons. Il fait la morale à tout le monde et il n'exprime jamais le moindre doute, à part dans quelques scènes qui sont du coup exceptionnelles. Et ça a un côté un petit peu agaçant. Ouais, moi je l'aimais pas au début et c'est vrai que dans la saison 3, par contre, je le trouve absolument bouleversant, quoi. Il a les scènes qui m'ont le plus ému, particulièrement ces scènes à la fin avec Nora sont déchirantes. Et je ressentais à la fin énormément d'affection pour lui. Alors que tout au long, oui, il est hyper crispant, en fait. Mais vraiment, mais il est écrit comme tel, hein, c'est-à-dire qu'il est censé être chiant. Ouais, non, mais c'est pareil que toi dans la saison 3, et c'est aussi pour ça que c'est ma préférée. Il devient vraiment beaucoup plus intéressant. Mais en fait, Damon Lindelof expliquait que dans le livre, le personnage de Matt, c'est une personne qui était religieuse, mais qui a perdu la foi. Et lui, il s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait si on avait un personnage qui, au lieu de perdre la foi face à un événement pareil, redoublait de foi. Et se mettait à y aller encore plus fort dans sa ferveur croyante. Et c'est ça qui le rend un petit peu pénible. Mais c'est vrai que quand il commence à vaciller dans la saison 3, il est vraiment bouleversant. Et ce qui est très beau aussi, il faut le dire, si vous n'avez jamais vu The Leftovers, c'est qu'on ne saura jamais pourquoi ou comment ces gens ont disparu. Sachez qu'on va vous spoiler dans cet épisode comme on a l'habitude de le faire dans PIC TV. On vous préviendra quand on va parler du final, puisque évidemment là, il y a des gros spoilers. Mais sinon, pour le reste, ce qu'on va raconter, c'est ce qui a quand même déjà été un petit peu dit partout sur le déroulement de l'intrigue. Ouais, mais sauf qu'on le dira de façon beaucoup plus intelligente. Voilà, sur le déroulement de l'intrigue, sur l'analyse profonde. Ça a été vu nulle part. Non, mais oui. Et en même temps, ce qui est intéressant avec The Leftovers, justement, c'est que même si tu spoil, tu peux pas vraiment spoiler parce qu'il n'y a pas de réponse au mystère. Et c'est un parti pris depuis le début de la série. C'était déjà quelque chose qui était très présent dans le livre et qui avait frappé Damon Lindelof, c'était que Tom Perrotta n'essayait jamais vraiment de s'intéresser à pourquoi ou comment ces gens-là avaient disparu. Pour lui, c'était vraiment juste ce drame familial d'une famille qui essaye de se remettre après cet événement de la catastrophe. Et donc, Damon Lindelof, qui a été, on peut le dire, traumatisé par le déroulement de Lost, puisqu'il voulait arrêter la série beaucoup plus tôt qu'elle n'a été arrêtée. À l'époque, on continuait les séries qui étaient populaires jusqu'à ce qu'elles ne soient plus populaires. Et
Lost a été une des premières, si ce n'est la première série, à se terminer alors qu'elle pouvait encore continuer, mais les créateurs n'en pouvaient plus. Et donc, à la fin de la série, qui était déjà très longue, il y a eu énormément de déceptions, de fans qui disaient « J'ai passé 6 ans ou 7 ans de ma vie à regarder cette série et je n'ai pas eu toutes les réponses à la fin parce qu'ils avaient lancé énormément de mystères. C'était une série Mystery Box où chaque semaine, il y avait un nouveau truc qu'il fallait résoudre. Et donc, Lindelof, je pense que fort de cette expérience, il est arrivé sur The Leftovers et il s'est dit « Je vais prévenir les gens dès le départ que c'est pas ça l'intérêt, en fait. L'intérêt, c'est pas que dans le final de la série, je vous dirai « Eh ben voilà où ils sont passés. » C'est 2%. Et c'est pour ça qu'ils se sont bien entendus avec Tom Perrotta. Et c'est pour ça, je pense que la série est si belle. C'est que très rapidement, ils évacuent le fait qu'on n'aura pas de réponse. Donc, ne nous focalisons pas sur ça. On va plutôt réfléchir à l'impact émotionnel que tout ça peut avoir sur les personnages, quoi. Tu l'as dit, la saison 1, c'était quand même pas folichon du point de vue des critiques et du public, parce que la série était assez sérieuse. Et puis aussi parce qu'elle n'avait pas encore pris le parti de ce qu'elle fait plus tard, de faire une narration qui est centrée sur un personnage par épisode, ce qui permet de focaliser vachement l'intrigue et aussi de la rendre beaucoup plus profonde psychologiquement. Dans les débuts de la première saison, c'est vraiment plusieurs intrigues qui se mêlent. Et comme le décrivait Damon Lindelof dans une interview, dans l'épisode 2, il y a quand même Kevin qui passe tout l'épisode à essayer de sortir un toast du toaster. Il y a l'écriture, donc c'est vrai que, par exemple, on a un épisode où Matt se fait tabasser. On lui dit qu'il va perdre son église s'il rassemble pas assez d'argent, et puis il gagne de l'argent et finalement il se fait tabasser, il repère l'argent. Enfin, c'est vie de merde la série, quoi. Et il y a aussi quelque chose d'assez remarquable au niveau de la réalisation dans la saison 1. Déjà, c'est aussi très sombre visuellement. On a toute une histoire de secte un peu chelou avec Magic Wayne qui prétend avoir des câlins magiques qui vont permettre aux gens d'oublier leur deuil. Oui, c'est une sorte de gourou qui en profite aussi pour séduire des très jeunes femmes. Et il y a déjà ce questionnement de est-ce qu'il dit la vérité ou pas ? Est-ce que c'est important, au final, pour les gens qui lui font un câlin, qui disent la vérité ou pas, qu'il soit magique ou que ce soit juste un arnaqueur ? Mais en fait, la manière dont c'est fait, c'est dans des motels un peu sordides, avec une palette de couleurs un peu marronâtre, dégueulasse. Et donc, il y a quand même toute une partie de la saison 1 qui est repoussante. C'est juste trop déprimant, trop glauque. Quand on rentre dedans, au début, on a du mal à voir un peu là où ça va déjà, et on a du mal à voir l'aspect lumineux que la série peut avoir à la longue, et cathartique aussi. Il y a un côté assez lourd. L'intrigue de la première saison est entièrement basée sur le livre de Tom Perrotta. La saison s'achève là où le livre s'achève, et donc il y a aussi eu une prise de liberté beaucoup plus grande dans les saisons 2 et 3 qui ont sans doute libéré les créateurs et les scénaristes, qui ont pu vraiment expérimenter, et on l'a vu, c'est devenu de plus en plus beau. Et il y a un truc qui a énormément contribué au succès de la série, c'est qu'à la moitié de la saison 1, il y a Mimi Leder qui est arrivée et qui leur a suggéré de faire plus de plans larges, d'ajouter une palette de couleurs peut-être un peu plus colorée pour contrebalancer justement déjà le propos qui était sombre. Et puis, progressivement, elle est devenue productrice exécutive aussi. Et puis, il y a eu de plus en plus d'humour. Et donc, finalement, ça s'est ouvert sur autre chose. Mais c'est vrai que la saison 1, moi, j'étais déjà fan. Mais je comprends que plein de gens se sont arrêtés là. Elle est un peu hermétique, quoi. Mais c'est marrant parce qu'une fois qu'on rentre dans l'histoire, c'est vrai que la revisiter, moi, j'aime bien parce que c'est comme se plonger dans un bon bain chaud bien déprimant, quoi. Mais il y a vraiment un truc où, oui, j'aime bien ces épisodes parce que j'aime bien voir la rencontre entre Nora et Kevin. C'est un peu les moments, justement, de grâce de ces épisodes. C'est vraiment la relation naissante entre Nora et Kevin qui est un peu le fil conducteur aussi de toute la série. Mais leur première rencontre dans le couloir du lycée, enfin, c'est pas ils se connaissent un peu de vue à la base, mais leur première conversation dans le couloir du lycée, c'est délicieux, quoi. Ou quand elle lui propose d'aller en Floride et qu'il lui dit je dois m'occuper de ma fille, et qu'elle lui dit on s'en fout de ta fille. On s'en fout de ta fille. C'est les moments qui sont les plus... Enfin, de toute façon, les moments avec Nora dans cette saison sont les plus prometteurs, en tout cas, pour la suite, quoi. Même dans le générique de la saison 1, on sent vraiment le côté hyper lourd et sérieux. Ça a été pas mal critiqué. Et donc, dans la saison 2, ils ont aussi changé le générique. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour ce générique de la saison 1 parce qu'ils ont même réussi à le réhabiliter un petit peu dans la saison 3 en reprenant la musique, mais sur d'autres images. Mais c'est vrai qu'il est costaud, quoi. On dirait... que le monde est en train de s'effondrer sur toi. Oui, et que c'est un monde catholique, quoi. Ouais. Et qu'il y a Dieu qui est en train de prendre ton cœur dans sa main et de le serrer et de dire « je vais t'écrabouiller ». Ouais. Donc c'est efficace, mais c'est vrai que les gens se disaient « j'ai peut-être pas envie de regarder ça le dimanche soir ». En fait, le problème aussi, c'est que c'était pas juste déprimant. Ce générique est comme un peu le ton de certains épisodes. Il y a un côté un petit peu grandiloquent aussi qui peut rebuter parce que quand tu sais pas où ça va aller et quand tu sais pas que ça va avoir le talent
de délivrer sur ses promesses. T'es un peu là, bon, calmez-vous les gars. Le générique, quand tu vois, c'est une fresque de la Renaissance avec une musique hyper dramatique, un peu catho. C'est juste, on va respirer un grand coup, quoi. À partir de la saison 2, la série devient plus lumineuse et aussi plus marrante. Il y a quand même plus d'humour et plus d'autodérision. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait pointer un peu du doigt les aspects ridicules de l'histoire et jouer encore plus sur le cynisme de certains personnages comme Kevin et Nora, qui se moquent en fait souvent de la croyance des autres. Et c'est ça qui crée beaucoup d'humour dans la série. Il y a une prise de risque assez folle dans la saison 2. C'est que la saison commence et on est totalement ailleurs, avec d'autres personnages. On a changé d'état, c'est carrément, ils sont partis au Texas, dans une ville qui s'appelle Miracle maintenant. Avant, elle s'appelait Jarden. Et elle a été renommée Miracle parce que c'est le seul endroit où il n'y a eu aucun départ, justement, dans toute la ville. Donc, elle est considérée comme bénie et c'est devenu un peu un lieu de pèlerinage. Kevin, Nora et leur famille parviennent à avoir un accès à s'installer là-bas. Et d'un coup, en fait, Matt y arrive aussi au fil de la saison 2. Mais donc, il y a des nouvelles intrigues qui se créent avec des nouveaux personnages, avec une autre famille à côté, avec Regina King qui joue la mère de famille. Donc, il y a du lourd au niveau interprétation. Et donc, des dynamiques qui sont très différentes. Et une palette beaucoup moins déprimante, c'est sûr. Ouais, déjà on est au Texas. Voilà. Il fait soleil. Non, et puis vraiment, le début du premier épisode de la saison 2 ne commence pas avec Kevin et Nora et tout. Il commence avec des hommes préhistoriques. Oui, avec une femme préhistorique, plus spécifiquement. D'ailleurs, apparemment, Damon Lindelof voulait faire cette scène juste pour énerver un critique, pour se moquer justement du côté très grandiloquent qu'ils avaient adopté dans la saison 1, ce qui est assez marrant. Mais une fois qu'on arrive dans le monde d'aujourd'hui, on commence avec l'autre famille, avec la famille de Regina King. Et donc, il y a un peu ce côté de « Attends, est-ce que j'ai zappé sur la bonne chaîne ? Est-ce que je suis en train de regarder la bonne série ?» Parce que là, c'est pas du tout ni la ville, ni les personnages que je regardais dans la saison précédente. Et maintenant, je pense qu'on est un petit peu plus accoutumé avec Atlanta ou d'autres séries comme ça, d'être complètement perturbé d'un épisode à l'autre. Mais c'était quand même assez fou au moment où la saison 2 a commencé, que ça commence comme ça. Et puis, il y a un nouveau générique qui est vachement plus funky, de Iris DeMent, avec une superbe interprétation de Marie. C'est un générique donc avec une chanson de Iris DeMent, qui est une chanteuse country, et un générique qui, encore une fois, résume superbement le thème de la série, puisque c'est Let the Mystery Be, donc que le mystère reste entier. Et on le verra au fil de la série. C'est un peu le mot d'ordre. Ouais. Le fait que cette saison 2 ait fait une sorte de reboot, c'est aussi l'illustration de la beauté de la série télé. C'est pas un produit fini. Les scénaristes travaillent encore sur les futurs épisodes au moment où certains épisodes sont diffusés. Et donc, ils prennent en compte les retours, ce qui n'est pas le cas quand on fait un film, par exemple, pour améliorer la suite. Et Damon Lindelof, en particulier, a un rapport assez proche avec les journalistes. Il est très présent dans les médias. Et puis, il dit souvent qu'il lit toutes les critiques, en fait, et qu'il s'en est même inspiré. Oui, il lit les critiques des journalistes et il les lit même tellement qu'il a été inspiré par le critique Matt Zoller-Seitz, qui est un de nos critiques américains préférés de séries, qui est une sommité dans la critique de séries. Hein. Il a écrit des livres sur Mad Men ou Les Sopranos, par exemple. Je pense qu'il peut avoir des droits d'auteur sur toutes les fois où on l'a mentionné dans ce podcast. C'est ça, exactement. Et Matt Zoller-Seitz, c'est un grand fan de The Leftovers, écrivait des recaps de The Leftovers, et Matt Zoller-Seitz, qui est veuf, et Damon Lindelof avait lu un essai que Matt Zoller-Seitz avait écrit sur le deuil et sur la perte de sa première épouse. Et ça l'a inspiré dans l'écriture du personnage de Matt dans la série, qui n'a pas été nommé Matt pour Matt Zoller-Seitz, mais dans l'écriture de ce personnage, dans un épisode en particulier, dans l'épisode It's a Matt's World, dans la saison 3, qui est un épisode centré autour du personnage de Matt, qui est un épisode magnifique. Et en fait, Matt Zoller-Seitz a fait un recap de cet épisode. Il a interviewé ensuite Damon Lindelof. Il ne savait pas qu'il avait inspiré cet épisode. Et Damon Lindelof lui a dit pendant l'interview, et lui a aussi dit qu'il s'était dit en l'écrivant qu'il fallait qu'il rende Matt Zoller-Seitz fier. C'est un épisode où Dieu se fait bouffer par un lion aussi. Oui, c'est ça. Un mec avec une casquette rouge qui s'appelle Dieu. Ouais. Et on ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est juste un con avec une casquette rouge. Je pense qu'on peut dire que ça n'est pas Dieu. Je sais pas, moi je veux le croire. Si Dieu balance des hommes par-dessus bord. C'est une très belle métaphore. Oui, c'est dans la saison 3, ça c'est vraiment The Leftovers, ils sont allés tellement loin, mais c'est tellement beau à chaque fois. Ils sont sur un bateau, un ferry qui fait la traversée entre la Tasmanie et le reste de l'Australie.
il se retrouve avec une secte. C'est pas une secte, c'est juste des gens qui ont envie de coucher toute la nuit sur un bateau et qui ont payé très cher pour privatiser le bateau. Quoi. Ils vouent un culte à un lion qui s'appelle... Oui, mais bon, moi, à Austin, je suis allée à un festival en l'honneur de l'anniversaire de Bourriquet. C'était pas une secte. Et tout le monde était à moitié à poil et jouait du tam-tam. C'était pas une secte, c'était juste des gens à Austin. Bon, bref, il se retrouve dans une partouze géante en l'honneur d'un lion, quoi. Voilà. Et dedans, il y a un mec qui se prétend être Dieu parce qu'il a été ressuscité et qui finit par se faire bouffer par le lion. Et Matt, pendant ce temps, a une crise existentielle. Ouais, et c'est ça qui est très beau. Je pense que c'est une de ces scènes qui t'ont ému parce que Matt, qui est toujours hyper solide dans sa croyance, là, il a été malade quand il était enfant et en fait, son cancer est revenu. Il commence à vaciller dans sa foi et quand il se retrouve face à cet homme qui prétend être Dieu, déjà, il lui dit c'est un blasphème, tout ça. Mais au fil de la conversation, il finit par s'adresser à lui comme s'il était vraiment en face de Dieu, en lui demandant pourquoi tu fais ça, pourquoi je suis de nouveau malade, pourquoi mon existence n'a pas de sens alors que je pensais qu'elle en avait. Everything in my life I've done for a reason. Why? To help people, to guide them, to ease their suffering, even though I suffered myself. I sacrificed my happiness. I let my family abandon me. Why? For you! Everything you've done because you thought I was watching. Because you thought I was judging. But I wasn't. I'm not. You've never done anything for me. You did it for yourself. Et donc, c'est une scène qui est magnifique parce que oui, ça part d'un truc assez absurde et d'un personnage qui est juste à bout parce qu'il est face à cette partouze et un mec qui prétend être Dieu. Et en fait, ça devient vraiment très, très beau, quoi. Mais avant cet épisode, dans la saison 2, il y a eu un épisode qui a poussé l'absurde très très loin et de façon absolument magnifique. C'est l'épisode International Assassin. Il faut resituer dans la saison 2. À la fin de la saison 1, en fait, le personnage de Patty, qui est joué par Anne Dowd, qui est incroyable, qui est la leader en fait de la branche locale de la secte des Guilty Remnant dans la ville de Mapleton, elle meurt. Elle se tranche elle-même la gorge parce qu'elle a été kidnappée par Kevin pendant une de ses séances de somnambulisme. Là, on spoil. Kevin voulait la tuer pendant sa nuit de somnambulisme. Il ne la tue pas au final. Il refuse de la tuer quand il se réveille. Et elle le provoque. Elle essaie de le pousser à la tuer parce qu'elle veut lui prouver de quoi il est capable. Et en fait, il refuse et elle finit par se trancher la gorge elle-même et se suicider. C'est une femme très intense. Oui, très, très intense. Et en fait, après cet événement, Kevin est rongé par la culpabilité et surtout, il est littéralement hanté par Patty, que personne d'autre ne peut voir, mais qui lui parle constamment et qui est tout le temps à côté de lui et qui est tout le temps en train de saper sa confiance. Et lui mettre le doute. Et nous-mêmes, on ne sait pas, en fait, si Patty est vraiment en train de le hanter ou s'il a un problème de santé mentale, s'il est en plein épisode dissociatif ou on ne peut pas savoir. Et donc, il en arrive à un moment où il y a pas mal d'événements dans la saison 2 où il se retrouve il a l'impression qu'il perd la tête. Nora finit par le menotter au lit quand même parce qu'il a des absences et il part pendant la nuit. Il est tellement bouffé par le fait qu'il est hanté par Patty, il se met à parler tout seul, les gens le prennent pour un fou. Il entend parler d'un homme qui a des pouvoirs magiques, qui habite aux alentours de la ville. Il va lui demander comment se débarrasser de Patty. Et cet homme lui dit, il faut que tu meures, en fait, et que tu ailles tuer Patty dans un autre... Il faut que tu prennes du poison. Et que tu ailles tuer Patty dans l'autre dimension où elle est. Ce qu'il fait. Voilà. Et c'est l'épisode Assassin International, qui est un épisode qui se passe intégralement dans une autre dimension, où donc Kevin est un assassin international. Et doit éliminer Patty, qui est la présidente des États-Unis, ou elle est secrétaire, non, elle est présidente. Elle est candidate à la présidence, je crois. Voilà, elle est candidate à la présidence des États-Unis dans cet épisode, et il doit l'éliminer. C'est un épisode qui est énormément influencé par Twin Peaks, évidemment. Maintenant, je peux le dire avec... Voilà, c'est ça. Et j'étais hyper contente quand on a découvert Twin Peaks ensemble, justement, que tu puisses découvrir ça, parce que tout ce qui se passe derrière le rideau rouge, c'est un petit peu similaire à ce qu'on voit dans The Leftovers avec cette autre dimension. Et donc, c'est l'épisode le plus surréaliste, ou peut-être le premier des épisodes les plus surréalistes de The Leftovers, puisqu'il y aura une suite après. Kevin se réveille dans un hôtel, dans la baignoire d'un hôtel. Et alors ça, c'est un symbolisme qu'on va retrouver
trouvé, qui est vraiment récurrent dans toute la série. Les chambres d'hôtel sont un peu comme des passages, en fait, qui mènent vers d'autres dimensions et qui sont aussi les endroits où tous les personnages ont des moments de révélation ou des moments de rupture, de catharsis, etc. Et donc là, il se retrouve dans cet hôtel, on lui dit qu'il a cette mission. Et donc tout l'épisode est totalement surréaliste, très drôle. Aussi très angoissant, mais donc déjà il y a cette musique Nabucco, donc un opéra de Verdi hyper grandiloquent qui apparemment a été choisi pour que ça évoque Die Hard, qui avait aussi une musique très sérieuse alors que c'était un film d'action. Et donc là c'est vrai que la série se transforme en série d'action pendant un épisode. Il doit tuer Patty avec un flingue qui est caché dans les toilettes et il dit comme dans Le Parrain et son guide un peu spirituel lui dit oui exactement comme dans Le Parrain. C'est tout à fait ça. Et en même temps il n'y a pas que ça puisque il y a la fin de l'épisode qui, pour le coup, est bouleversante. Parce qu'en fait, Patty, au fil de la saison, elle a quand même, de la saison 1, c'est vraiment un personnage détestable, horrible, qui ordonne la lapidation d'un autre personnage. Et en fait, on découvre dans des flashbacks que Patty était une patiente de Laurie, la femme de Kevin, que c'était une femme qui avait été longtemps victime de violences domestiques et qui, au moment, en fait, du grand départ, elle a trouvé un sens à sa vie alors qu'elle n'en avait pas avec le grand départ. Parce qu'elle avait eu une prémonition, un pressentiment avant et que d'un coup, elle a l'impression d'exister et d'avoir de l'importance à ce moment-là et d'avoir du pouvoir alors qu'elle n'en avait plus du tout. Alors que tout le monde se retrouve dénué de pouvoir, elle en acquiert pour la première fois de sa vie. Et en fait, dans l'épisode Assassin international, Kevin se retrouve après avoir tué Patty adulte, il l'a toujours pas fini parce qu'il se retrouve face à Patty enfant, qui est martyrisée par un homme qui en fait se trouve être l'ancien mari, ce qu'on comprend de Patty. En fait, Patty enfance, elle représente l'innocence de Patty et son aspect le plus humain. Et il se lie, pas d'amitié, mais il développe une tendresse pour cet enfant. Et en fait, il comprend qu'il va devoir la tuer elle aussi. Et il l'emmène au bord d'un puits. Il la pousse dans le puits. Et ce qui devait être une mission très simple, c'est-à-dire tuer l'horrible personne qui la hante, devient un déchirement. Et il comprend qu'il va devoir perdre une partie de lui en éliminant Patty aussi. Et ça devient un moment absolument bouleversant, alors qu'on est en train d'éliminer la grande méchante de la série. On la voit soudainement sous un jour complètement différent. Et c'est vraiment magnifique. La fin de cet épisode est absolument splendide. Ouais, et le fait que lui-même fait preuve d'empathie avec elle jusqu'au bout, d'empathie. Parce que il la jette au fond du puits et puis il la réconforte en fait alors qu'elle est en train de mourir. Il se montre humain avec elle jusqu'au bout et c'est vrai que maintenant c'est limite devenu un poncif de dire les méchants en fait on montre leur vulnérabilité et on les montre sous un autre jour, etc. Mais c'est une des séries qu'il a le mieux fait et c'était bien avant qu'on nous fasse l'épisode sur Tati Lydia dans The Handmaid's Tale qui était vraiment relou pour le coup. Là c'est juste sublime. La saison 3 part en Australie. Au bout du 3e ou 4e épisode. Ouais. Bon, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, cette saison 3. Et je suis très contente puisqu'il te restait quelques épisodes à découvrir. Tu les as découverts récemment et compris le final. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, c'est marrant parce que le final, comme on me l'avait surhypé de tous les côtés, pas que toi, parce que je sais que c'est un des plus beaux finals de l'histoire et tout ça, mais en fait, je savais déjà ce qui allait se passer parce que même ça m'avait été décrit en détail par toi. T'as dû relire tellement de trucs que j'ai écrits dessus que... Exactement. Donc, j'ai pas été surprise et je pense que ça enlève quand même quelque chose à cette expérience. Après, je l'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé le message à la fin sur la foi, c'est sublime, mais je m'y attendais et en fait, du coup, c'est plus d'autres épisodes de la saison 3 qui m'ont bouleversée, même si cet épisode je le trouve parfait du début à la fin donc j'ai rien à redire ni rien, mais j'ai plus été surprise par d'autres épisodes parce que justement celui-là je m'y attendais quoi. Forcément. Pour vous expliquer un petit peu, et donc là on rentre dans la partie spoiler, donc si vraiment vous ne voulez pas encore découvrir ce qui se passe dans le final. Oui d'accord, mais on avait déjà bien spoilé avant. Mais... Oui, mais bon, là on spoil le tout dernier épisode, donc si vous voulez ne pas avoir la même expérience que Marie et être totalement vierge quand vous le verrez, arrêtez l'épisode ici. Mais en gros, quand on commence la saison 3, Nora et Kevin filent le parfait amour, en tout cas en apparence. Ils ont eu quand même pas mal d'épreuves tous les deux, mais c'est un couple, moi c'est un de mes couples préférés de l'histoire de la télévision. Ils ont cette espèce d'honnêteté vraiment brutale l'un envers l'autre, toujours cette espèce de cynisme par rapport aux gens qui les entourent.
Il y a quand même Kevin qui se fait de l'auto-asphyxie tous les 3 matins et ils en parlent de manière assez ouverte quand elle le découvre. Kevin aussi qui est considéré maintenant comme le messie par beaucoup de gens dans la ville locale parce que, y compris le frère de Nora qui est en train d'écrire un Nouveau Testament sur le destin de Kevin parce que en fait pas mal de gens ont découvert que Kevin est mort empoisonné mais est revenu à la vie et il a refait une nouvelle fois et donc il commence à se dire putain ce mec il meurt beaucoup et revient à chaque fois, il y a un autre qui a fait ça dans le passé, il s'appelait Jésus, donc le nouveau messie c'est sûrement Kevin. Et donc ils écrivent un Nouveau Testament sur lui et Nora est morte de rire. Elle lui dit si on peut pas avoir un sens de l'humour sur le fait que t'es un messie, on va avoir un gros problème. C'est clair. Celle que j'adore aussi sur cette histoire du messie, c'est Laurie qui commence à avoir à un moment elle se fout de leur gueule parce qu'ils sont plusieurs à croire que tous les mecs en fait de la série croient que Kevin est le messie et elle leur dit désolé j'ai vécu avec lui pendant des années, il faisait caca 4 fois par jour, ça peut pas être le messie. Tu viens de résumer un peu toute la beauté de la saison 3, c'est-à-dire qu'on atteint quand même des moments existentiels très très puissants, mais avec un sens de l'humour là qui est au top niveau. Et donc Nora et Kevin finissent par se déchirer dans un superbe épisode en Australie qui se termine encore une fois dans une chambre d'hôtel. Ils ont une dispute où en fait, on pensait qu'ils avaient une communication extrêmement claire tous les deux, mais on comprend qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et que justement, ils ont, à force de tout le temps faire des blagues, au final, ils s'autorisent jamais une vraie vulnérabilité l'un avec l'autre. Et on comprend que Nora continue d'être dévorée par le deuil de ses enfants, n'arrive pas à faire ce deuil et le deuil prend toute la place, y compris dans leur couple. Why didn't you stop me? Stop you from what? From giving her away, Lily. I didn't stop you because you decided you wanted to do it and you did it. You never even asked me what I wanted. And if I had, Kevin, what would you have said? You were relieved, just say it. And now you want a new baby? Are you fucking insane? Or are you afraid you're gonna give that one away too? You can't have a kid. Because then you'd have no excuse. You couldn't be a victim anymore. You'd have to be okay. No one would feel sorry for you. I do not want people to feel sorry for me. Well, then how long, Nora? How long before you move past it? Move past what? That you lost your kids. I did not lose them. My kids are not dead. They are gone. They are just gone. Then you should go be with them. Il y a eu plusieurs éléments qui mènent à ça aussi, c'est-à-dire que déjà, elle avait adopté une petite fille avec lui qui lui a été reprise par sa mère biologique, donc ça a été un deuxième déchirement. Et en plus, elle est approchée par des scientifiques qui lui affirment qu'elle peut retrouver ses enfants. Donc d'un coup, elle a une possibilité, une machine qui a été inventée illégalement pour pouvoir passer de l'autre côté, là où les autres sont allés. Et donc, elle a de nouveau cette possibilité et ça la dévore pendant toute la saison 3 parce qu'il y a cette porte qui s'ouvre et même si elle est très sceptique et pragmatique, elle a du mal à pas y croire ou à pas vouloir y croire, quoi. C'est ça, on sent qu'elle est vraiment tiraillée et que donc elle illustre toujours cette tension entre le cynisme et la croyance. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que Nora, elle travaille au département des Departures. Donc, son métier, c'est d'aller interroger les gens qui ont perdu quelqu'un et qui donc seraient éligibles pour des versements de l'État pour vérifier s'ils mentent ou pas. Et donc, son côté cynique s'applique particulièrement bien là-dedans puisqu'elle met en doute, en fait, tous les gens qui prétendent avoir perdu quelqu'un. Et là, dès qu'elle a vent de cette histoire de machine qui aurait été inventée, elle dit c'est une arnaque. Ils veulent prendre l'argent de gens un petit peu vulnérables qui tiennent à revoir leurs êtres aimés. Je vais les dénoncer, mais en même temps, on comprend tout de suite que elle-même, elle a envie d'y croire. Et donc voilà, ils finissent par se déchirer, elle et Kevin, parce que Kevin n'en peut plus de l'intensité de Nora par rapport à ce deuil qu'elle n'arrive pas à faire, et puis de l'hypocrisie un petit peu qu'elle a par rapport à ça. Oui, puis je pense qu'elle en peut plus aussi qu'il soit un peu un messie quand même. Enfin, non, mais parce que ça va des deux côtés. C'est-à-dire que lui, il est dans un rapport avec lui-même et son expérience, justement, où il a ressuscité plusieurs fois, et où il a eu un rapport un peu avec l'au-delà, où même si il prend le fait qu'on le considère comme le messie avec un peu de distance et d'humour, on sent qu'il est quand même questionné là-dessus, qu'il se questionne lui-même et qu'il a un peu envie d'y croire aussi. En fait, les deux ont une trajectoire très similaire au final dans la saison 3, qui est qu'ils sont complètement tiraillés justement entre ce qu'ils aimeraient croire, mais en même temps ce qu'ils refusent d'admettre qu'ils aimeraient croire.
Et oui, c'est marrant parce que le livre, là, le Nouveau Testament, en fait, il est quand même appelé dans quasiment chaque scène où il est mentionné The fucking book. C'est-à-dire que vraiment personne ne l'aime, ce bouquin, au final. Donc, ils finissent par se déchirer et on le découvrira plus tard. En fait, cette scène de dispute, qui est déjà vraiment éprouvante, c'est la dernière fois qu'ils vont se voir pendant plus de 10 ans. Et ensuite, on ne sait plus ce qui se passe avec Nora. On sait juste qu'au début de la saison 3, la première scène de la saison 3, on voit une Nora qui est âgée, qui ne s'appelle pas Nora, qui s'appelle Sarah, qui vit en Australie. Et quand on lui demande si elle connaît quelqu'un qui s'appelle Kevin, elle répond non. Et donc moi, je me souviens quand ce premier épisode a été diffusé, je me suis dit, est-ce que c'est une dimension parallèle où justement Nora n'aurait jamais rencontré Kevin, elle s'appelle Sarah, etc. Enfin, mon cerveau turbinait à 3000 à l'heure. Et on comprendra ce que voulait dire cette scène dans le final. Mais donc Nora disparaît et c'est un peu la rupture définitive entre les deux. Jusqu'à ce final qui commence avec Nora qui rentre dans la capsule. Parce qu'en fait, ils se séparent juste avant qu'elle décide vraiment de passer de l'autre côté et de rentrer dans la machine, quoi. Et lui, pendant ce temps, va sauver le monde en se noyant. C'est ça, il a encore une mission de messie. Voilà, bon, au final, ça, c'est l'avant-dernier épisode où il repasse dans une autre dimension à nouveau. Au final, il n'y avait pas de monde à sauver parce qu'il n'y avait pas eu d'apocalypse. Mais et elle, pendant ce temps, elle décide d'aller retrouver ses enfants. Donc, on voit le début du final, c'est magnifique. Ça, c'est des scènes sublimes entre elle et Matt, justement, son frère qui l'accompagne, qui n'essaie pas du tout de la dissuader. Et elle raconte que quand ils étaient enfants, il l'avait appelée la fille la plus courageuse du monde. Do you remember what you said to me when you put me on the bus? Brush your teeth. You said that I was the bravest girl on earth. And every time you sent me a letter with a new matlip in it, that's who it was addressed to, the bravest girl on earth. I forgot about that. Oh, c'est trop beau. Et quand les scientifiques viennent la voir pour lui demander si elle est prête, il dit bien sûr qu'elle est prête, c'est la fille la plus courageuse du monde. C'est très très beau, mais du coup, elle passe dans la machine. On voit la machine commencer à se remplir. En fait, c'est une bulle qui se remplit d'eau. Et au moment où ça va complètement la submerger, on la voit qui ouvre la bouche pour crier et la scène s'arrête là. Donc, on ne sait pas si elle a fini le processus ou si elle l'a interrompu. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a un vide de 10 ans, plus de 10 ans, où Nora et Kevin ne se connaissent plus, quoi. J'ai revu cette scène tellement de fois. On pense qu'elle va dire stop, en fait. Elle s'apprête à crier stop. Et donc, on ne sait pas si effectivement elle est passée ou pas. Et puis surtout, on ne sait pas si ce truc est censé marcher ou si en fait elle va mourir en faisant ça. Et le suicide est aussi quand même un thème récurrent dans la série. Il y a plein de personnages qui font des tentatives de suicide ou qui contemplent un peu l'idée de la mort. Ou qui, comme Patty, le font carrément. Et donc là, voilà, on se dit, en fait, elle pourrait être juste suicidaire. Elle pourrait vraiment croire qu'elle va retrouver ses enfants. Enfin, encore une fois, on ne sait pas. Et c'est merveilleux d'ambiguïté. Et donc, on se retrouve des années plus tard avec donc la vieille Nora en Australie, qui a les cheveux longs maintenant, qui se fait appeler Sarah. Et donc, on ne sait pas si elle est au paradis, si elle est passée dans la machine ou pas, ou si en fait, elle a interrompu, comme tu dis, le processus et elle est restée vivre en Australie, et voilà. Et un jour, quelqu'un frappe à sa porte, elle ouvre la porte et c'est vieux Kevin. Sauf que vieux Kevin lui dit « Tu dois pas te souvenir de moi, je m'appelle Kevin, on s'était parlé très brièvement. » Il y a longtemps à Mapleton. Et voilà, je passais dans le coin, je t'ai reconnu. Et donc là, le mindfuck est total, puisqu'on se dit, attends, non mais elle, déjà, elle se fait pas appeler Nora, etc. Mais lui, il l'appelle Nora. Mais sauf que lui, on dirait que tout ce qui vient de se passer dans la série qu'on a vue, il ne s'en souvient pas. Elle s'en souvient, hein. C'est très clair parce qu'elle l'envoie péter en lui disant qu'il ment. Et donc, bref, on va vous épargner un peu tous les rebondissements, mais il l'invite à venir danser puisqu'il y a un bal le soir. Il se trouve que c'est pas un bal, c'est un mariage. Elle essaye de le confronter, de lui dire pourquoi tu mens, pourquoi tu te souviens pas de moi. Et il finit par lui admettre que c'est parce qu'il s'est senti tellement intimidé quand il l'a revu pour la première fois qu'il n'arrivait pas à y croire. Il a paniqué et il s'est dit je vais faire comme si toute la douleur qu'il y avait entre nous n'avait jamais été là et comme si on pouvait redémarrer de zéro. Il lui avoue en fait que, parce qu'elle lui demande comment il l'a trouvé, et il lui avoue que depuis qu'elle a disparu, tous les ans, donc depuis plus de 10 ans, il a 2 semaines de vacances par an et les 2 semaines, il les prend pour aller en Australie avec une photo d'elle et se balader dans chaque village et chaque ville en montrant sa photo à tout le monde pour demander aux gens s'ils ont vu cette femme, et jusqu'au jour où il l'a montré à une bonne sœur qui connaissait Sarah, Nora d'aujourd'hui, et qui lui a répondu qu'elle ne la connaissait pas, mais il a compris qu'elle la connaissait. Et déjà, bon, ça c'est magnifique. Et en fait, ils finissent par prendre un thé chez elle et elle lui raconte ce qui s'est passé, sa version à elle.
C'est la fin de l'épisode. Et alors moi, je me souviens, mais j'étais complètement terrassée quand je l'ai découvert au moment de sa sortie, puisque l'épisode se termine sur un monologue de presque 10 minutes de Nora, avec ensuite juste une réplique de Kevin, où effectivement, en fait, elle lui explique pourquoi elle a jamais donné de nouvelles, alors que ça fait plus de 10 ans qu'elle a disparu et que bon, ils se sont quittés sur une dispute, mais voilà quoi. Et elle lui explique qu'en fait, elle a traversé tout le processus de la machine à marcher et elle s'est retrouvée dans une autre dimension. Sauf que dans cette dimension-là, c'était pas 2% de la population qui avait disparu, c'était 98, puisque c'était l'inverse de... En fait, tous les gens qui avaient disparu, eux, ont perdu l'intégralité de la population, quoi. Et donc, elle raconte que voilà, comme c'est une autre dimension, ils n'ont pas forcément les ressources pour piloter des avions, tout ça. Donc, elle a mis énormément de temps à se rendre aux États-Unis et qu'ensuite, elle s'est rendue à Mapleton et qu'elle a vu son mari et ses enfants avec une nouvelle femme et qu'ils étaient heureux, puisqu'elle s'est dit qu'en fait, elle avait perdu tout le monde, mais qu'eux, ils n'avaient perdu qu'elle au final. Et que donc, ils s'en étaient très bien tirés. Qu'ils étaient par beaucoup plus rapport au chanceux. reste des gens dans leur dimension, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, elle dit, voilà, j'ai réalisé que eux, c'était les chanceux et que moi, j'étais un fantôme. Et à ce moment-là, j'ai changé d'avis et je me suis dit que je voulais revenir dans le vrai monde, quoi. Et que donc, elle a trouvé le mec qui avait construit la machine. Oui, qui était le premier à l'avoir utilisé pour passer dans l'autre dimension, et il lui a bâti une autre machine pour qu'elle rentre, parce qu'elle s'est dit qu'elle n'avait pas sa place, que ça ferait plus de mal à ses enfants qu'autre chose, et qu'elle n'avait pas sa place dans cet univers. Et quand elle est rentrée, en fait, elle est restée en Australie et elle n'est pas revenue parce qu'elle s'est dit que Kevin ne la croirait pas. Et que tellement de temps s'était écoulé, elle dit pas combien de temps, mais on comprend avec tout ce récit que voilà, ça a pris des années en fait. Et ce qui est magnifique, c'est que pendant tout ce monologue, la caméra reste sur Carrie Coon et Justin Theroux qui réagit de temps en temps. On ne voit pas ce qu'elle est en train de raconter, ce qui casse un petit peu les conventions de la télé. Et donc on ne sait pas si ce qu'elle raconte est vrai ou pas. Did I think about you? Did I want to call you? Did I want to be with you, Kevin? Of course I did. But so much time had passed. It was too late. And I knew that if I told you what happened, that you would never believe me. Elle se met à pleurer, elle lui dit « Je pensais que tu me croirais jamais ». Et là, Kevin lui dit « Je te crois ». I believe you. You do? Why wouldn't I believe you? You're here. Et la série se termine comme ça, et c'est absolument bouleversant, puisque c'est le plus bel acte d'amour en fait auquel on puisse penser, surtout pour ces deux cyniques qui ont tous les deux progressé vers une acceptation de ce qui est inexplicable, et surtout qui se font tellement confiance qu'en fait, évidemment, elle lui raconte une histoire la plus farfelue possible, et il s'en fiche, et lui dit « je te crois ». Et on ne sait même pas s'il la croit ou pas, en fait. Enfin, ce que j'aime, c'est qu'il y a une ambiguïté totale, on ne sait pas si elle a menti ou pas, et il y a souvent des quiz en ligne, les gens disent « est-ce que Nora a menti ou pas ?» Et à chaque fois, c'est incroyable, il y a 50% de oui, 50% de non. Tu penses quoi, toi ? Je sais pas. En fait, à chaque fois que je regarde la série, je pense quelque chose de différent. J'ai envie de croire que ça n'a pas d'importance. Même si elle a menti, le fait qu'il l'accepte quand même, c'est magnifique. Toi, tu penses que... Moi, je pense que même si elle ment, elle y croit elle-même. Donc, même si ça s'est pas vraiment passé, je pense que parce qu'elle y croit elle-même, c'est ça le principal. Je pense que même si elle n'a pas vraiment traversé, qu'elle a arrêté le processus, comme elle a fait ce travail de deuil en réalisant qu'elle appartenait pas à ce monde-là, qu'elle appartenait plus au monde où étaient ses enfants, elle a réussi à faire le travail qu'elle n'avait pas réussi à faire quand elle était avec lui, en le faisant toute seule. Donc, pour moi, ça n'a pas d'importance. Et c'est toute une réflexion aussi bien sur... la foi en Dieu, mais aussi ou en quelque chose d'autre, quoi, en une transcendance. C'est la foi en les autres aussi, et en l'autre quand tu partages ta vie avec quelqu'un. C'est le fait d'accepter aussi, de croire la personne et de pas douter de ce qu'elle te dit, et en même temps de suspendre ton incrédulité parfois. Et c'est toute la progression qu'ils ont pu faire en acceptant la part de doute en fait qui était dans leur vie, quoi. Pour moi, c'est vraiment une histoire de comment on arrive à accepter le doute
et à intégrer le doute, et sachant que la mort, c'est aussi ça en fait. On ne sait pas quand ni comment on va mourir. Et donc, c'est des personnages qui ont été confrontés à une catastrophe qui est complètement indicible. D'ailleurs, il y avait eu aussi une réflexion sur le fait que la série soit diffusée entre 2015 et 2017, à un moment où je pense que, moi personnellement, j'ai un peu eu l'impression que la vie avait basculé pendant cette période-là. Ça a été une période où il y a eu les attentats, où il y a eu ensuite l'élection de Trump. Il y a un peu un monde d'avant et d'après. Et je trouve que la série, d'ailleurs, eux-mêmes ont parlé des attentats, des fusillades aux États-Unis, de tout ça qui avait un petit peu nourri la série, avec l'idée de ces catastrophes tellement violentes et inexplicables qu'on ne sait pas comment les accepter. Et donc oui, le fait qu'à la fin, ils arrivent à cette compréhension-là tous les deux, c'est vraiment magnifique. Et moi, je pense que je l'aime aussi beaucoup cette saison, puisque la saison 2 est plus construite comme la saison de Kevin. Et justement, c'est lui qui a tout ce voyage avec Patty pour arriver à une acceptation. Et la saison 3, c'est plus la saison de Nora. Ouais. Et le fait qu'elle doit justement un peu rejoindre Kevin là où il est. Mais c'est vraiment, c'est tellement beau. Et donc, c'est un peu devenu ce qui définit maintenant l'œuvre de Lindelof, puisque que ce soit Lost, The Leftovers ou Watchmen, on finit toujours par réaliser à la fin que c'était une histoire d'amour qui motivait tout. Je pense que The Leftovers en est la plus belle illustration, mais Watchmen, il y a aussi eu un petit truc comme ça à la fin de la série. En fait, Lindelof est un grand romantique, et je pense que c'est une des séries les plus romantiques qui existent. Moi, vraiment, l'histoire de Nora et Kevin, je la trouve sublime. Ce qui est beau, c'est que c'est pas un couple parfait, en fait, et même c'est pas un couple où tu te dis nécessairement ils sont faits l'un pour l'autre. Il y a quelque chose où... à la fin, quand il revient et qu'il lui dit justement qu'il ne pouvait pas l'oublier, c'est magnifique. Ils se sont retrouvés aussi à cause des circonstances et parce qu'ils étaient alignés à ce moment-là. Mais il y a ce côté, dans les interviews que j'écoutais, Damon Lindelof disait on ne sait pas s'ils vont rester ensemble. Ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble et il y a quelque chose d'un peu imparfait dans leur couple, mais en même temps de magnifique, quoi. Pour finir sur le doute, juste il y a plein de petits clins d'œil que j'adore dans cet épisode. Au début, on a quand même Nora, avant de traverser, qui dit de manière très franche « je ne mens jamais ». Mais il y a aussi un autre moment où quand elle se confronte avec la bonne sœur, elle accuse la bonne sœur d'être une menteuse et la bonne sœur lui dit non, c'est juste une meilleure histoire. Et donc quand on arrive à la confrontation à la fin avec le monologue, on peut vraiment lire la scène de deux manières différentes. Parce qu'on peut se dire qu'elle-même s'est dit en fait c'est une meilleure histoire si je raconte que je suis allée dans une autre dimension, que j'ai vu mes enfants, qu'ils allaient bien, que j'étais contente. Ou alors on peut se dire en fait Nora ne mentirait jamais. Et donc si elle raconte une histoire comme ça, aussi farfelue qu'elle soit, c'est que c'est la vérité, quoi. Bilan. Une série qui n'a eu aucun Emmy et aucun Golden Globe. Voilà, comme quoi, ça veut rien dire. Exactement, mais je pense que et qui n'a été vu par personne. D'ailleurs, si vous avez écouté notre épisode avec Mike Schur, on a parlé de The Leftovers et il a dit que personne n'avait vu cette série à part nous trois. C'est vrai, et c'est vrai que ça fait partie de ces séries pour lesquelles on fait du lobbying intense avec The Americans, parce qu'on sait que c'est des séries très appréciées par la critique, mais pas forcément vues par beaucoup de monde. Vraiment, c'est un miracle qu'elle ait tenu aussi longtemps, les 3 saisons, qu'ils aient pu finir en fait l'histoire pour HBO, parce que HBO leur a vraiment fait confiance et a compris que c'était une série un peu comme The Wire qui n'allait jamais avoir un succès d'audience, mais qui était un chef-d'œuvre. Il fallait les laisser finir, quoi. Ouais, et d'ailleurs, Damon Lindelof a plein de fois remercié les critiques en disant c'est vraiment grâce à vous qu'on a pu la faire comme on voulait et continuer, parce qu'il n'y avait que les critiques qui soutenaient un petit peu la série. Et c'est vrai qu'entre ça et Halt and Catch Fire, qui sont de la même période, c'était une période qui maintenant paraît vraiment bénie et dorée, parce que c'était des séries auxquelles on laissait une deuxième chance, qui avaient une première saison un peu moins bonne et qui sont ensuite devenus des chefs-d'œuvre. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Pickis de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on va vous parler de nos séries policières préférées. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées et vous pourrez comprendre toutes nos références à Twin Peaks si vous écoutez la saison 2. À la semaine prochaine. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.